Et ça nous amène à évoquer la stratégie d'allocation d'actifs de Société Générale avec son responsable monde de l'allocation d'actifs, Alain Bocobza, avec nous en plateau. Alain, bonjour et bienvenue. Bonjour, là aussi, très intéressant parce que c'est une discussion qu'on poursuit, alors tous les 2-3 mois avec vous en plateau, Alain. Juste petit retour d'expérience quand même, c'est l'exercice de recommandation, vous le savez mieux que moi, est un exercice délicat. Parfois ça ne marche pas, voilà, on s'en souvient. Parfois ça marche aussi, Alain. Depuis novembre 2021, vous avez adopté une position très prudente dans les portefeuilles modèles que vous recommandez pour vos clients, avec des protections importantes contre le risque inflationniste, contre le risque stagflationniste aussi peut-être, qui est le risque du moment, peut-être demain contre un risque récessionniste. On va en discuter, mais petit retour d'expérience quand même de ces 6, 7, 8 derniers mois qui vous rendent confortable aujourd'hui dans la manière dont vos portefeuilles ont traversé cette période ? Ils ont fort bien résisté. Donc l'allocation qu'on avait proposée baisse, tout baisse. On doit être à moins 6%. Les marchés obligataires sont au-delà de moins 10 et les actions au-delà de moins 20. Donc ça s'appelle résister. Et comme on sait, dans la construction d'une prévision ou de scénario, il faut rester toujours alerte parce que tout change. Et s'il y avait une remarque sur ce qui se passe depuis le début de la pandémie, c'est que la vitesse avec laquelle, quand on identifie une idée de long terme, la vitesse avec laquelle cette idée est pricée par les marchés est phénoménale. J'ai rarement vu des taux de rotation des idées aussi importants. Et ça veut dire qu'on ne peut pas s'endormir sur une idée. Le risque de stagflation qu'il fallait jouer par les défensives pour ceux qui font des marchés d'actions et par des matières premières pour ceux qui peuvent faire du multi-actif, ça a été à une vitesse. Les cycliques se sont effondrés, les défensives ont bien tenu sur les marchés d'actions et les matières premières ont connu une envolée qu'on a rarement connue dans l'histoire économique. Donc ça, c'est plus compliqué. Le risque de stagflation, il est bien pricé aujourd'hui. Au point que j'entends des stratégies en disant on prend des profits dessus. On a vu le cours du baril baisser récemment en disant peut-être qu'il avait trop monté. En tout cas, il y a des... voilà, donc l'étape d'après, c'est effectivement que moi je pense qu'on n'a pas fini la correction d'ensemble, à quelques exceptions près. Mais la configuration dans laquelle les banques centrales vont continuer d'exécuter des hausses de taux importantes, et la poursuite du ralentissement de l'économie, cette économie aux États-Unis comme en Europe est particulièrement robuste, entre autres parce que les services se réouvrent, entre autres parce que les excédents d'épargne qui ont été cumulés depuis le début de la pandémie, on estime que ça représente aux États-Unis, cet excédent d'épargne par rapport à la norme de constitution d'épargne, 4 fois la consommation annuelle des ménages américains. La base annuelle. Donc on ne parle pas de petits montants, ce n'est pas quelques broutilles en milliards, c'est des montants colossaux, c'est des milliers de milliards de dollars. Et ça, c'est plus important qu'une enquête ou un sondage d'opinion fait auprès des ménages. Tout est important, mais ce qu'on dit, c'est que jusqu'à présent, si le mot récession, c'est vous, Grégoire, qui me disiez, qui j'ai dit le premier, en studio, que si on fait un Google Search, oui, au plus haut. Search, on est au plus haut, mais on n'est pas en récession. Et c'est parce même avec 2 trimestres consécutifs de contraction. Depuis novembre dernier, on dit que c'est parce que la toile de fond conjoncturelle aux États-Unis, comme en Europe, comme en France, du micro, est trop solide. Le marché de l'emploi, l'emploi du chômage est très haut. Ouais. Et pour l'instant, on a un ralentissement des créations d'emplois, on n'a pas de destruction d'emplois. Donc, tant que ça tient, les banques centrales cogneront, si vous m'autorisez l'expression. Ça crée un sentiment de sécurité sur le marché du travail. On aura les ouvertures de postes toujours à des niveaux très très élevés, taux de chômage qui reste sur ses plus bas historiques. Quand bien même les enquêtes de confiance s'amenuisent, il y a quand même ce phénomène de job security qui compte beaucoup. Je ne crois pas que les banques centrales travaillent. Nous travaillons dans les marchés sur les enquêtes, et de plus en plus, quand on voit la proportion d'indicateurs réels qui sont derrière nous, c'est les pays... Et quand on voit la proportion de travail que nous faisons sur les marchés et sur les enquêtes, donc c'est des sondages qui sont faits auprès de petits ou de grandes populations, mais qui sont essayer de capter le cerveau des décideurs. Parfois, c'est un peu dur, mais les décideurs travaillent beaucoup sur l'économie réelle, donc un petit peu dans le rétroviseur pour être honnête. Et nous, et c'est pour ça qu'on a de la volatilité, c'est un mot que j'ai entendu à quelques reprises par Nicolas Leprince tout à l'heure, parce que on a de la moulinette, parce que les anticipations, ça bouge et c'est très volatile. Donc l'idée, c'est que je pense qu'on n'a pas encore de capitulation.
Sur les marchés d'actions, le régime de volatilité est autour de 30%. Ce n'est pas un régime extrême. Ouais. C'est un crack larvé qu'on a. Ce n'est pas une journée avec moins 30 dans lequel le régime de vol monte à 50-70%, sur lequel je serai acheteur. D'accord, mais on n'a pas de panique. Il y a encore des entrées nettes dans les fonds actions aux États-Unis. S'il y a des sorties en Europe, il y a des entrées nettes à dizaines de milliards de dollars aux États-Unis. Ils n'ont pas encore capitulé là-bas. C'est 70% d'un benchmark sur les actions mondiales. J'observe que la prime de risque, donc une observation des valorisations relatives entre les actions et les taux, est autour de 5%. En crise, on est à 7%. Les analystes n'ont pas encore révisé à la baisse. On craint que dans le prochain trimestre, ils le fassent. Ouais. Mais c'est une crainte. On est dans un marché où il y a beaucoup d'anticipation. Mais la réalité, c'est que jusqu'à présent, en masse, en agrégé, les profits réalisés par les entreprises sont au plus haut historique et ont continué de monter sur les 2 premiers trimestres. Donc là, il faut de la capitulation. Et cette capitulation en profiter. Donc il y a 2 actifs sur lesquels on avait observé de la capitulation, sur lesquels on a des gros contingents d'allocation. C'est d'une part les treasuries américains. Oui. On a 20% de l'allocation d'actifs qu'on a mis à 3,2%. Donc on a eu de la chance sur le timing. Oui, ça c'est récent alors. C'est récent. Donc capitulation m'intéresse. Oui. Quand elle a lieu, elle n'a pas encore lieu sur les actions. Elle avait lieu sur quelques actifs sur lesquels on agit pour déplacer les allocations d'actifs. D'une part, les treasuries, donc le taux des obligations d'État américaines. On a 20% de l'allocation d'actifs, c'est un plus haut historique. J'en ai jamais eu autant. C'est énorme. Non hedgé. Donc j'ai du dollar américain, je viens de l'euro. L'euro, on aurait pu passer un certain temps avec Nicolas tout à l'heure pour décrire à quel point il y a des problèmes, non pas sur l'union monétaire, et ça c'est nouveau, c'est pas l'union monétaire qui a des problèmes, c'est la monnaie en tant que telle et la valeur externe de la monnaie. Et il y a des primes de risque multiples sur la guerre, sur la fragmentation et sur le risque de remise en cause du protocole nord-irlandais par les Anglais. Donc il y a un sujet sur l'euro quand même aussi, enfin quelques petits sujets, c'est pas juste la force du dollar. D'exprimer pourquoi, c'est ce qu'on appelle des primes de risque sur tous les actifs européens, que ce soit les actions qui sont bradées, l'euro qui est bradé mais qui peut le devenir un peu plus, tant que ces 3 primes de risque, je répète, les conséquences de la guerre et de l'escalade de la guerre qui ne cesse de ne pas s'arrêter, et cette escalade, la réponse à la fragmentation avec d'éventuels défis par certains, ça peut être en Allemagne, ça peut être la cour de Karlsruhe, on va voir d'ici le 21 juillet, et un accident potentiel en perdant-perdant si le Premier ministre britannique devait continuer à pousser la carte de la remise en cause de l'accord sur le Brexit. C'est perdant-perdant pour tout le monde sur le sterling et sur l'euro. Donc là-dessus, on aime beaucoup les obligations d'État américaines, parce que la configuration dans laquelle les anticipations d'inflation sont sous contrôle et des taux d'intérêt nominaux qui sont sympathiques, donc ça nous intéresse, et c'est évidemment un actif grandement protecteur de la montée en puissance du risque de récession qui finira par arriver. On a mis des actions chinoises à hauteur jamais vue. Là aussi, vous avez observé une capitulation sur les actions chinoises. Il y a une capitulation. Là, on a des primes de risque élevées. Ouais. Et puis, si vous me disiez quels sont les actifs sur lesquels il n'y a pas de tourisme. Vous savez, ceux qui ont acheté l'actif, un peu le bitcoin, ça n'arrêtait pas de monter. T'en as, pourquoi ? T'en as pas, t'es nul. Pourquoi t'en as ? Ça monte. Voilà, c'est des touristes sur les classes d'actifs. Et donc, quand ça se détricote, quand les prix commencent à baisser, on se demande, c'est une patate chaude, quoi. Qu'est-ce qu'on veut ? Et personne, et donc ça baisse. Donc, la notion de touriste sur les classes d'actifs est importante. Les actions domestiques chinoises, qui sont le gros paquet, c'est le 2e marché action dans le monde, si on prend l'intégralité de la capitalisation, c'est à 4% détenus par les étrangers. Les étrangers n'en ont pas. Non. On ne peut pas vendre ce qu'on n'a pas. Ouais. Et puis, il y a des facteurs de reprise de l'économie qu'on commence déjà à voir. Ça m'intéresse, avec la perspective en 2023 de la fin de la stratégie zéro Covid, quand ils seront encore plus vaccinés qu'aujourd'hui. Donc ça m'intéresse. Il y a un 3e compartiment sur lequel on met beaucoup l'accent, dont on avait parlé depuis juin 2021, qui prend forme. Il y a parfois des idées qui démarrent tout de suite, d'autres c'est un peu plus long. C'est l'idée à l'intérieur des marchés d'actions, des valeurs de rendement. Et notamment celles qui délivrent des rendements, mais qui ont des bilans solides. Ces bilans, quand ils sont solides, sont à même de résister à des à-coups conjoncturels qui se profilent pour assurer la pérennité de la distribution des dividendes. Ça, c'est des compartiments qu'on appelle le quality income, qui se paye le luxe de monter depuis le début de l'année. Je le répète, ça se paye le luxe de monter depuis le début de l'année. On en a beaucoup dans l'allocation d'actifs depuis juin 2021, et c'est loin d'être fini. On commence à avoir des flux entrants dans les fonds income, un peu partout dans le monde. Et ça, c'est prédictif d'un compartiment qui, dans les 2-3 prochaines années, peut continuer d'être résistant, y compris sur la récession.
Je reviens sur votre idée de capitulation. Donc je comprends, certains segments de marché, certains marchés ont déjà capitulé et vous permettent de revenir parfois en masse, si on prend les treasuries. Pour nos marchés actions, Wall Street ou les marchés actions européens, oui, il n'y a pas de doute. Il y aura à un moment une capitulation parce que on en parle depuis un moment et c'est vrai que cette capitulation, ça devient un peu l'arlésienne. Vous l'avez dit, il y a une forme d'hémorragie, un craquelant. Est-ce que ça peut rester sous cette forme ou est-ce que non? À un moment, vous êtes convaincu qu'il y aura un phénomène d'accélération, de sell-off, de panique, de capitulation? Dans ces moments-là, tête froide, il faut garder. Le S&P est encore une dizaine de pourcents au-dessus de ses niveaux pré-pandémie, fin 2019. Certains regardent les statistiques sur le jour du plus haut par rapport à aujourd'hui. Quand on a été à l'école de la statistique, première année de cours d'économie, on nous apprend à retirer les extrêmes. Parce qu'ils ne sont pas représentatifs, donc il faut enlever ces extrêmes. Pour moi, les banques centrales nous disent qu'elles sont en train de détricoter tout ce qu'elles ont fait depuis le début de la pandémie, en disant que les combats sont plus les mêmes et qu'elles ont sans doute injecté beaucoup trop. C'est pas un peu trop, mais beaucoup trop. C'était du ressort de la politique fiscale, ce qui aurait été fait, et pas de la politique monétaire. Donc elles détricotent tout ce qu'elles ont fait depuis début 2020. Donc les prix de référence de fin 2019 sont très clairs. Sont une bonne référence. Sont une bonne référence. On est encore pour le S&P 10% au-dessus, sur le Nasdaq 15% au-dessus. Si vous me demandiez de façon concrète, Alain, t'es acheteur à partir de quel point, je commencerai à visiter et revisiter mon opinion négative sur pas mal de classes d'actifs quand on en sera par là-bas. Ah ouais. C'est 3005 sur le S&P. Allez, on y va. C'est ça, après le chiffre d'or. Après, tout va tellement vite que pour ça, je m'engage plutôt sur... je partage avec vous les mécanismes de réflexion, parce que tout va tellement vite que si on n'a pas des repères, ceux qui me disent on a corrigé de 20, 25, 30% sur les plus hauts, so what? Pour moi, les points hauts et les points bas ne sont pas des points de référence statistiques, sont pas des points de repère. Ouais. J'essaie de lisser, donc voilà, mon repère c'est plutôt fin 2019, qui est une meilleure base. C'est pas pour ça qu'on s'y arrêtera, mais pour l'instant je pense qu'on n'est pas encore stabilisé. Merci beaucoup. Merci à vous deux et Alain Bocobza qui est avec nous en plateau, je le rappelle, responsable monde de l'allocation d'actifs de Société Générale. Nicolas Leprince nous accompagne également, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management.